Le fils petit du millionnaire est apparu irréconnaissable au mariage, jusqu'à ce que la femme de ménage « Inscrivez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez ». Le soleil de décembre brillait intensément sur le domaine de la Sainte-Hélène, une propriété coloniale restaurée qui s'étendait sur des milliers d'hectares dans l'intérieur de la Provence. Les murs en terre battue, peints d'un blanc immaculé, contrastaient avec les poutres en bois précieux qui soutenaient le toit en tuiles coloniales. Des bougainvilliers violets et jaunes ornaient l'entrée principale, tandis que des palmiers impériaux formaient une allée majestueuse menant à la maison principale. Ce samedi-là, le domaine bouillonnait de préparatifs pour le mariage le plus attendu de la région. Des dizaines de travailleurs couraient d'un côté à l'autre, organisant des arrangements d'orchidées et de roses blanches qui arrivaient dans des camions réfrigérés directement de Paris. Dans la salle principale, des lustres en cristal importés d'Europe reflétaient de la lumière dorée qui pénétrait par les grandes fenêtres coloniales, créant une ambiance d'élégance raffinée. Marie-Louise Dupont, 52 ans, observait tout ce mouvement avec une angoisse inexplicable. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon simple, et elle portait l'uniforme bleu marine qu'elle avait utilisé pendant plus de 14 ans en travaillant pour la famille Martin. Ses mains calleuses, marquées par des années de travail domestique, tremblaient légèrement alors qu'elle arrangeait les coupes en cristal sur la table des douceurs. « Marie, ça va ?» demanda Joséphine, la cuisinière, remarquant l'expression préoccupée de sa collègue. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Marie-Louise soupira profondément, ses yeux marrons reflétant une angoisse qu'elle portait depuis des mois. « C'est le petit, Joséphine. Gabriel devient de plus en plus faible, plus silencieux. Ce n'est pas normal pour un enfant de 5 ans, répondit-elle, baissant la voix. Et aujourd'hui, avec toute cette fête, j'ai un mauvais pressentiment. Joséphine, une femme robuste de 60 ans qui connaissait la famille depuis 2 décennies, hocha la tête avec compréhension. Elle avait également remarqué les changements dans le comportement du petit Gabriel Martin depuis que Valérie Dupuis était devenue la tutrice de l'enfant. « Femme, tu as déjà essayé de parler au docteur Richard plusieurs fois. Il ne veut pas écouter, » dit Joséphine, faisant référence au patriarche de la famille, Richard Martin, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises d'agroalimentaire du sud de la France. Il est aveuglé par la douleur, Joséphine. Depuis que Madame Hélène est morte dans cet accident d'hélicoptère, il semble avoir perdu la raison. Il ne voit pas ce qui se passe juste sous son nez, répondit Marie-Louise, ses mots chargés de frustration et d'inquiétude. À ce moment-là, des pas fermes résonnèrent dans le couloir en pierre qui reliait la cuisine à la salle principale. C'était Valérie Dupuis, la mariée, marchant vers la cuisine avec une posture impeccable. À 35 ans, elle était une femme d'une beauté saisissante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés tombant sur ses épaules. Ses yeux bleus transmettaient une froideur calculatrice qui contrastait avec le sourire étudié qu'elle gardait constamment sur les lèvres. Valérie portait un peignoir en soie blanche sur la lingerie en dentelle française qu'elle porterait sous sa robe de mariée. Ses ongles étaient parfaitement vernis en nude, et elle tenait dans sa main gauche un petit flacon en verre foncé. « Marie, j'ai besoin que tu donnes ça à Gabriel, » dit Valérie, tendant le flacon. « Ce sont des gouttes pour qu'il soit plus calme pendant la cérémonie. Le docteur a dit qu'il était important qu'il les prenne avant l'arrivée des invités. » Marie-Louise prit le flacon, à contre-cœur, sentant le poids de ce liquide transparent qui était devenu une présence constante dans la routine de l'enfant ces derniers mois. « Madame Valérie, avec tout le respect que je vous dois, Gabriel est déjà très calme. A-t-il vraiment besoin de ce médicament ? C'est juste un enfant, » tenta d'argumenter Marie-Louise, sa voix trahissant l'inquiétude qu'elle ressentait. Les yeux de Valérie se plissèrent presque imperceptiblement, mais son sourire resta figé. « Marie, je suis avocate et j'ai la formation pour m'occuper des enfants. Gabriel a subi un traumatisme très important avec la mort de sa mère et le pédiatre a été très clair sur la nécessité de ce traitement, » répondit Valérie, sa voix prenant un ton d'autorité. « De plus, aujourd'hui est un jour spécial pour nous tous.
nous ne pouvons pas avoir d'imprévu. Marie-Louise baissa les yeux, sentant le poids de la différence sociale qui la faisait toujours se sentir petite devant des personnes comme Valérie. Mais quelque chose au fond de son cœur, une intuition maternelle forgée par des années à élever ses propres enfants et à s'occuper de Gabriel depuis qu'il était bébé, criait que cela n'allait pas. « Oui, Madame Valérie », murmura-t-elle, rangeant le flacon dans la poche de son tablier. Valérie sourit, satisfaite, et s'éloigna, ses talons en soie frappant rythmiquement le sol en pierre. Dès qu'elle disparut de la vue, Marie-Louise échangea un regard significatif avec Joséphine. « Cette femme me donne des frissons », murmura Joséphine. « Depuis qu'elle est arrivée ici, elle n'a apporté que des malheurs. D'abord, Madame Hélène meurt dans cet accident étrange. Maintenant, le petit dépérit lentement. »« Joséphine, ne parle pas comme ça », avertit Marie-Louise, bien qu'elle partageât les mêmes soupçons. « Mais je dois avouer que j'ai mes doutes sur ce docteur dont elle parle. J'ai déjà demandé en ville, personne ne connaît de pédiatre avec le nom qu'elle mentionne. » À cet instant, les premiers invités commencèrent à arriver. À travers les fenêtres de la cuisine, elle pouvait voir les voitures de luxe se garer sur le pavé. Des BMW, des berlines de luxe et des SUV qui brillaient sous le soleil provençal. Des hommes en costumes italiens et des femmes en robes de créateurs descendaient des véhicules, leurs bijoux scintillant comme de petits soleils. Marie-Louise soupira et se dirigea vers les chambres pour chercher Gabriel. Elle monta l'escalier en bois précieux, ses mains glissant sur la rampe sculptée qu'elle connaissait par cœur. Les murs du couloir étaient décorés de tableaux retraçant l'histoire du domaine et de la famille Martin à travers 3 générations. Arrivant à la chambre de l'enfant, elle frappa doucement, à la porte avant d'entrer. Gabriel était assis sur le lit, portant un costume bleu marine qui semblait trop grand pour son corps frêle. Ses cheveux bruns étaient coiffés sur le côté et ses yeux verts, identiques à ceux de sa mère, semblaient sans vie. « Bonjour, mon ange », dit Marie-Louise, s'approchant avec tendresse. « Comment te sens-tu » Gabriel leva les yeux vers elle, et Marie-Louise sentit son cœur se serrer. Ce n'était plus le garçon espiègle qui courait dans le domaine, qui riait aux éclats et posait des questions sur tout. Ce Gabriel semblait une version effacée de lui-même. « Tante Marie, je ne veux pas aller à la fête », murmura Gabriel, sa voix faible. « J'ai sommeil et mon ventre me fait mal. » Marie-Louise s'agenouilla à la hauteur du garçon, tenant ses petites mains froides. La différence de poids était choquante. Gabriel avait perdu plusieurs kilos ces derniers mois, et ses vêtements devenaient amples sur son corps, de plus en plus maigre. « Mon amour, c'est le mariage de ton papa. Il sera triste si tu n'y vas pas. » Essaya-t-elle de le convaincre, bien que sa propre voix trahisse son inquiétude. « Mais tante Valérie a dit que je devais reprendre le médicament, » dit Gabriel, faisant une grimace. « Je n'aime pas ça, tante Marie. Ça me rend étourdie et me donne envie de dormir tout le temps. » Marie-Louise sentit une vague de colère parcourir son corps. Là était la confirmation de ses soupçons. Ce médicament était utilisé pour maintenir Gabriel sédaté, loin des yeux attentifs qui pourraient remarquer son état dégradant. « Gabriel, mon ange, promets-moi une chose, » dit-elle, le regardant fermement dans les yeux. « Si tu te sens mal, très mal même, tu viens me chercher, d'accord? Peu importe où je suis, tu m'appelles. » Gabriel hocha la tête, et Marie-Louise l'étreignit avec force, sentant les os saillants dans son dos. À ce moment-là, elle prit une décision qui changerait le destin de tous. Elle ne donnerait plus ses gouttes à Gabriel, et plus que cela, elle exposerait la vérité, même si cela coûtait son emploi et sa réputation. En serrant le garçon dans ses bras, Marie-Louise regarda par la fenêtre et vit les invités se rassembler dans le jardin pour la cérémonie. Parmi eux, elle reconnut des députés régionaux, des entrepreneurs influents, des juges et des procureurs, des personnes dont le pouvoir et l'influence pourraient faire toute la différence si elle parvenait à leur faire voir la vérité. Le son de l'orgue commença à résonner dans le salon, signalant que la cérémonie était sur le point de commencer. Marie-Louise aida Gabriel à se lever, et ensemble, ils descendirent les escaliers vers un affrontement qui marquerait leur vie à jamais.
6 mois avant ce jour de mariage, le domaine de la Sainte-Hélène avait été le théâtre d'une tragédie qui avait secoué toute la région. C'était un matin de juin, froid et nuageux, lorsque l'hélicoptère qui transportait Helena Martin et 3 autres passagers s'écrasa dans la prairie nord de la propriété, à seulement 2 kilomètres de la maison principale. Marie-Louise n'oublierait jamais ce jour-là. Elle était dans la cuisine, en train de préparer le café du matin, quand elle entendit le bruit assourdissant du moteur qui tombait en panne, suivi d'un fracas qui fit trembler les fenêtres de la maison. Ses cris de désespoir résonnèrent dans les couloirs lorsqu'elle réalisa que quelque chose de terrible s'était produit. « Au secours! Au secours! L'hélicoptère est tombé !» criait-elle, courant dans la cour en direction du lieu de l'accident, ses sandales frappant le sol en pavé. Richard Martin était sorti en courant de la maison en pyjama, son visage pâle de terreur. Derrière lui, Gabriel, alors âgé de 4 ans, pleurait sans comprendre ce qui se passait. Le garçon tenait fermement la jambe de son père, ses petits yeux verts écarquillés de peur. « Papa, où est maman ?» demandait Gabriel, tirant sur le pyjama de son père. « Pourquoi y a-t-il tant de bruit ?» Richard ne parvint pas à répondre. Ses yeux étaient fixés sur la colonne de fumée noire qui s'élevait à l'horizon. Helena était partie ce matin-là pour une réunion d'affaires à Paris, emmenant avec elle le pilote de la famille, un avocat et un ingénieur agronome. Tous avaient péri dans l'impact. Marie-Louise se souvenait clairement de la façon dont elle avait rencontré Valérie depuis ce jour-là chaotique. Elle était arrivée au domaine moins d'1 heure après l'accident, prétendant avoir entendu la nouvelle à la radio de la route. À l'époque, Valérie n'était qu'une avocate récemment engagée par l'entreprise Martin pour s'occuper des questions fiscales. « Docteur Richard, je suis venue dès que j'ai su », dit Valérie descendant d'une voiture de luxe noire avec des plaques de Paris. Elle portait un costume gris impeccable et tenait un dossier en cuir italien. « Je suis à votre disposition pour aider dans tout ce qui est nécessaire. » Dans ses premiers jours de deuil, Valérie s'était révélée indispensable. Elle avait organisé la veillée funèbre, s'était occupée des procédures légales, avait coordonné avec les médias et, surtout, s'était proposée de s'occuper de Gabriel pendant que Richard s'enfonçait dans le travail et l'alcool pour oublier la douleur. « Je m'y connais en enfant, docteur Richard », disait Valérie, toujours avec ce sourire préparé. J'ai une spécialisation en droit de la famille et j'ai de l'expérience avec des cas de garde. Gabriel a besoin de stabilité en ce moment difficile. Marie-Louise, qui à l'époque ne se méfiait pas encore de Valérie, avait même été reconnaissante pour l'aide. Gabriel avait vraiment besoin d'une attention spéciale. Et Richard était plongé dans une profonde dépression qui l'empêchait de s'occuper correctement de son fils. « Madame Valérie est une bénédiction », commentait-elle avec les autres employés. « Au moins, quelqu'un s'occupe du garçon. » Mais les choses commencèrent à changer subtilement. D'abord, ce furent de petits changements dans la routine de Gabriel. Valérie suggéra qu'il arrête de jouer dans la cour parce que cela pourrait le blesser et causer plus d'inquiétude à son père. Ensuite, elle modifia l'alimentation de l'enfant, introduisant des suppléments vitaminiques qui arrivaient dans des flacons sans étiquette. Le pédiatre a recommandé ces suppléments spéciaux pour renforcer Gabriel après le traumatisme, expliquait Valérie chaque fois que quelqu'un posait des questions. Les enfants qui traversent les pertes traumatiques ont des besoins nutritionnels spécifiques. Marie-Louise a commencé à remarquer que Gabriel devenait de plus en plus apathique. Le garçon qui courait autrefois dans le domaine jouait avec les chiens et riait aux éclats quand elle racontait des histoires, passait désormais des heures assis dans sa chambre, regardant dans le vide. « Gabriel, veux-tu aller voir les nouveaux veaux ?» proposait Marie-Louise, essayant de l'encourager. « Non, tante Marie, je suis fatiguée », répondait Gabriel, d'une voix qui semblait étrange pour un enfant de 4 ans. Le changement le plus drastique est survenu lorsque Valérie a déménagé définitivement dans le domaine. C'était en août, 2 mois après l'accident,
et elle a soutenu que Richard avait besoin d'un soutien constant, tant dans les affaires que dans les soins de Gabrielle. Docteur Richard traverse une période très difficile, a dit Valérie à Marie-Louise dans la cuisine. Comme il l'a dit lui-même, je suis pratiquement la seule personne en qui il peut avoir confiance maintenant. Gabrielle s'habitue aussi à moi, ce qui est très positif pour son développement émotionnel. C'est à cette époque que Marie-Louise a commencé à remarquer des incohérences dans les histoires de Valérie. La prétendue consultation médicale de Gabrielle ne semblait jamais avoir lieu au cabinet. C'était toujours une visite à domicile ou une consultation par téléphone. Les médicaments arrivaient sans ordonnance. Et lorsque Marie-Louise a demandé le nom du pédiatre, Valérie a répondu de manière évasive. Docteur Auguste Dupont, c'est un professionnel très respecté à Paris. Il préfère garder la discrétion avec des clients spéciaux comme notre famille, a répondu Valérie, ajustant ses cheveux blonds d'un geste étudié. Intriguée, Marie-Louise a demandé à sa fille, Françoise, qui travaillait comme technicienne de santé à l'hôpital municipal, de se renseigner sur ce médecin. La réponse est venue une semaine plus tard, lors d'une conversation téléphonique qui a tout changé. « Maman, il n'existe aucun docteur Auguste Dupont au Conseil régional de médecine de Paris, a dit Françoise, sa voix chargée d'inquiétude. J'ai vérifié dans toutes les spécialités. Soit ce médecin n'existe pas, soit il n'a pas de licence pour exercer la profession. Marie-Louise a ressenti un frisson dans le dos. Cette nuit-là, elle s'est allongée dans sa petite maison de domestique en pensant à tous les changements qu'elle avait observés. Gabrielle devenait de plus en plus maigre, plus apathique, plus dépendant. Richard, quant à lui, semblait de plus en plus dépendant de Valérie, qui avait pratiquement pris le contrôle total des finances et des décisions de la famille. Le lendemain matin, elle a décidé d'enquêter par elle-même. Profitant du fait que Valérie était partie à Paris pour régler des questions légales urgentes, Marie-Louise est montée au bureau de Richard. Elle n'avait jamais touché aux papiers de ses employeurs, mais quelque chose en elle criait qu'elle devait découvrir la vérité. Le bureau était un environnement masculin et imposant, avec des étagères en acajou remplies de livres sur l'agroalimentaire, des trophées d'exposition de bétail et des photographies de la famille Martin à travers 3 générations. Le bureau de Richard était couvert de documents qu'il ne parvenait plus à organiser en raison de son état dépressif. C'est là que Marie-Louise a trouvé les premiers indices alarmants. Parmi les papiers éparpillés, il y avait des contrats signés par Valérie au nom de Richard pour l'acquisition d'équipements qui n'étaient jamais arrivés au domaine. Des sommes astronomiques, des centaines de milliers d'euros, étaient transférées à des entreprises que Marie-Louise n'avait jamais entendu mentionner. Mais ce qui l'a le plus choqué, c'est de trouver un dossier caché derrière une photo de famille. À l'intérieur, il y avait des coupures de journaux sur la mort d'autres entrepreneurs du secteur agroalimentaire, tous des veufs récents qui s'étaient mariés avec des femmes plus jeunes. Dans tous les cas, les enfants des familles avaient présenté des problèmes de santé mystérieux. « Mon Dieu !» murmura Marie-Louise, ses mains tremblantes alors qu'elle lisait un article de journal sur un agriculteur de Provence, dont la fille de 6 ans avait été hospitalisée pour malnutrition sévère, quelques mois après le mariage du père avec une consultante financière. À ce moment-là, elle entendit le bruit de l'Audi de Valérie arrivant dans la cour. Le cœur battant, Marie-Louise rangea rapidement les documents et descendit à la cuisine, feignant d'être occupée avec le déjeuner. Mais maintenant, elle savait, Gabrielle n'était pas malade à cause du traumatisme de la perte de sa mère. Il était systématiquement empoisonné. À partir de ce jour, Marie-Louise a commencé à documenter tout. Elle prenait des photos avec le téléphone portable de sa nièce, des flacons de médicaments, notait les horaires auxquels Gabrielle recevait les doses, observait les réactions de l'enfant. Elle savait qu'elle avait besoin de preuves concrètes avant de confronter qui que ce soit, surtout parce que sa parole de domestique n'aurait pas de poids contre celle d'une avocate diplômée. Le temps pressait. Gabrielle devenait de plus en plus fragile et le mariage approchait. Marie-Louise savait qu'une fois l'union officialisée,
Valérie aurait encore plus de pouvoir sur la famille Martin. Elle devait agir, et vite. Cette nuit-là, en s'occupant de Gabriel, elle prit une décision qui changerait tout, le jour du mariage. Quelles que soient les conséquences, elle exposerait Valérie devant tous les invités. Peu importait si elle perdait son emploi ou si personne ne la croyait. Gabriel n'était qu'un enfant innocent, et elle ne permettrait pas qu'une autre tragédie s'abatte sur cette famille. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas ont commencé de manière presque imperceptible. Marie-Louise, avec son expérience de plus de 3 décennies à s'occuper d'enfants, remarquait des détails qui échappaient aux yeux moins attentifs. Gabriel, qui dévorait autrefois les plats faits maison qu'elle préparait avec tant de soin, a commencé à repousser son assiette, prétendant ne pas avoir faim ou avoir mal au ventre. « Gabriel, mon ange, tu n'as presque rien mangé au déjeuner », disait Marie-Louise, inquiète, lui servant une portion plus petite de riz avec des haricots et du poulet effiloché. « Veux-tu que tante Marie prépare ce parmentier de pommes de terre que tu adores ?» Le garçon secouait la tête négativement, jouant avec la nourriture dans son assiette sans rien mettre dans sa bouche. Ses yeux verts, autrefois brillants et curieux, semblaient... Les visages étaient embués, comme si un brouillard s'était installé sur eux. « Mon ventre me fait mal, tante Marie », murmurait Gabriel, posant sa petite main sur son estomac. « Et j'ai très sommeil. » C'était toujours la même réponse, mal de ventre et sommeil. Des symptômes que Valérie justifiait rapidement comme des réactions normales au deuil infantile ou des effets secondaires temporaires du traitement prescrit par le pédiatre. Marie-Louise commença à prêter attention aux horaires. Invariablement, les épisodes de malaise de Gabriel coïncidaient avec l'administration des suppléments vitaminiques que Valérie apportait dans de petits flacons en verre ambré. Le liquide était transparent, inodore, et Gabriel faisait toujours une grimace en le prenant. « Pourquoi ce médicament est-il si amer, tante Valérie ?» demanda Gabriel. Un après-midi, tandis que Valérie tenait le flacon. « Les meilleurs médicaments sont toujours amers, mon chéri, » répondit Valérie avec ce sourire préparé. « C'est ainsi que nous savons qu'ils vont te rendre fort et en bonne santé, comme le papa le souhaite. » Marie-Louise observait ces interactions de loin, feignant d'être occupée à nettoyer. Son intuition maternelle, affinée par des années à élever ses propres enfants dans des conditions difficiles en Provence, criait que quelque chose n'allait pas. Un après-midi de septembre, alors qu'elle organisait la chambre de Gabriel, Marie-Louise trouva quelque chose qui la laissa en état de choc. Sous le lit, caché parmi quelques jouets que l'enfant n'utilisait plus, se trouvait un petit pot de yaourt, avec des restes de vomi secs. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, prenant le pot avec des mains tremblantes. La découverte confirmait ses soupçons. Gabriel essayait de se débarrasser de la nourriture qu'il pouvait ingérer, son corps rejetant une substance qui était administrée avec les aliments ou les médicaments. Cette même semaine, Marie-Louise remarqua un autre signe alarmant. Gabriel, qui pesait environ 20 kilos avant la mort de sa mère, semblait maintenant avoir perdu au moins 5 kilos. Ses vêtements devenaient amples et elle pouvait voir les os de la clavicule se détacher sous sa peau pâle. Madame Valérie, tenta Marie-Louise un matin, lorsqu'elle trouva Valérie sur la terrasse en train de prendre un café. « Gabriel est très maigre. Ne serait-il pas bon de l'emmener chez le médecin de la ville? Docteur Antoine connaît l'enfant depuis qu'il est petit. » Valérie interrompit la lecture des documents qu'elle portait toujours avec elle et regarda Marie-Louise avec une expression mêlant irritation et condescendance. « Marie, je te remercie de ta préoccupation, mais Gabriel est sous soins médicaux spécialisés, » dit Valérie, sa voix prenant un ton plus ferme. « Docteur Auguste Lefebvre est un pédiatre de référence à Paris et suit de près l'évolution du cas. Les enfants en deuil peuvent présenter une perte de poids temporaire. C'est absolument normal. Mais Madame Valérie, avec tout le respect que je vous dois, cela fait 2 mois que Gabriel est comme ça, » tenta d'insister Marie-Louise. « Marie !» La voix de Valérie coupa l'air comme une lame.
Je comprends que tu te préoccupes de Gabriel, mais je dois te rappeler que je suis diplômé en droit et que j'ai suivi des cours spécialisés en soins infantiles. Je sais exactement ce que je fais. Remettre en question mes décisions peut être préjudiciable à la stabilité émotionnelle de Gabriel et à la confiance que Ricardo place en moi. La menace était claire. Marie-Louise baissa les yeux et murmura des excuses, mais à l'intérieur, elle sentait une révolte grandissante. Cette femme utilisait sa formation supérieure et sa position d'autorité pour faire taire toute question sur l'état de Gabriel. C'est à cette époque que Marie-Louise commença à observer plus attentivement les interactions entre Valérie et Ricardo. L'homme d'affaires, plongé dans sa dépression et la routine écrasante de travail qu'il utilisait pour fuir la douleur, remarquait à peine les changements chez son fils. Quand il était à la maison, il arrivait généralement tard et épuisé, se contentant de donner un bisou de bonne nuit à Gabriel, qui était invariablement déjà endormi ou sédaté par les médicaments. « Comment va Gabriel ?» demandait Ricardo distraitement en feuilletant des rapports financiers dans son bureau. « Il s'améliore chaque jour », répondait Valérie, ajustant une mèche blonde derrière son oreille. « Docteur Auguste a dit qu'il est important de maintenir la routine de médication et d'éviter les changements brusques. Gabriel s'adapte bien au processus de deuil. » Ricardo hocha la tête sans questionner, faisant entièrement confiance à la femme qui était devenue indispensable dans sa vie personnelle et professionnelle. Il ne voyait pas les cernes sombres qui grandissaient sous les yeux de Gabriel, ni ne remarquait comment l'enfant avait cessé de courir dans les couloirs de la maison ou de jouer avec les chiens du domaine. Marie-Louise, cependant, documentait tout mentalement. Elle remarqua que Valérie administrait toujours les médicaments personnellement, ne déléguant jamais cette tâche à personne. Les horaires étaient rigoureusement contrôlés, une dose le matin, après le café du matin, et une autre le soir avant de dormir. Une nuit, feignant de chercher un verre d'eau dans la cuisine, Marie-Louise passa devant la chambre de Gabriel et entendit une conversation qui la glaça jusqu'aux os. « Non, Gabriel, tu dois prendre tout le médicament, » disait Valérie d'une voix ferme mais basse. « Si tu ne le prends pas, tu vas tomber très malade, et alors papa sera très triste. Tu ne veux pas rendre papa triste, n'est-ce pas ?»« Mais je n'aime pas ça, tante Valérie. » La voix faible de Gabriel parvenait, étouffée jusqu'au couloir. « Ça me rend somnolent et me fait mal au ventre. C'est temporaire, mon chéri. Bientôt, tu te sentiras beaucoup mieux. Mais maintenant, tu dois être obéissant et prendre tout le médicament. Les enfants obéissants reçoivent des cadeaux spéciaux. » Marie-Louise s'appuya contre le mur du couloir, son cœur battant à tout rompre. Il y avait quelque chose dans la voix de Valérie. Une froideur manipulatrice qui contrastait drastiquement avec le ton maternel qu'elle utilisait en présence de Ricardo ou d'autres personnes. Le lendemain, profitant du fait que Valérie était partie pour une réunion à Marseille, Marie-Louise prit une décision risquée. Elle monta dans la chambre de Gabriel pendant sa sieste. Le flacon de médicaments était en verre ambré, sans étiquette médicale officielle. Il n'y avait pas d'ordonnance, ni d'information sur la posologie ou la composition. Sur l'étiquette blanche collée à la main, il était écrit simplement « Gabriel, 2 quarts par jour, Dr A. Lefebvre ». Marie-Louise photographia le flacon avec le téléphone portable, emprunté à sa nièce, enregistrant tous les détails. Ensuite, le cœur battant la chamade, elle déboucha le flacon et renifla le contenu. Le liquide transparent avait une odeur légèrement sucrée, presque imperceptible, qui ne correspondait à aucun médicament pour enfants qu'elle connaissait. À ce moment-là, Gabriel bougea dans son lit, se réveillant de son sommeil profond. Ses yeux s'ouvrirent lentement, comme si c'était un immense effort. « Tante Marie ?» murmura-t-il, la voix pâteuse. « Bonjour, mon petit ange », dit Marie-Louise, remettant rapidement le flacon à sa place et s'approchant du lit. « Comment te sens-tu » Gabriel essaya de s'asseoir, mais il semblait trop faible. Marie-Louise l'aida, remarquant à quel point ses bras avaient perdu la force qu'un enfant de 5 ans devrait avoir. « Tante Marie,
dit Gabriel, la regardant droit dans les yeux avec une lucidité qui contrastait avec son état physique. « Je ne veux plus prendre ce médicament. Il me fait sentir très étrange. » C'est à ce moment-là que Marie-Louise prit une décision définitive. Elle prit les petites mains froides de Gabriel entre les siennes et fit une promesse silencieuse. Elle découvrirait ce qui se passait et protégerait ce garçon, coûte que coûte. « Gabriel, mon petit ange, » dit-elle, choisissant soigneusement ses mots, « Tante Marie va s'occuper de toi, d'accord? Peu importe ce qui arrive, je vais prendre soin de toi. » Dehors, le bruit de la voiture de luxe de Valérie résonna dans la cour. Elle revenait plus tôt que prévu. Les soupçons de Marie-Louise grandissaient chaque jour, mais elle savait qu'elle avait besoin de plus que de l'intuition pour affronter quelqu'un comme Valérie Dupuis. C'était un jeudi pluvieux d'octobre quand elle décida de demander de l'aide à sa fille Francisca, qui travaillait comme technicienne de soins infirmiers à l'hôpital municipal de Marseille. « Fille, j'ai besoin de te parler d'une chose très sérieuse, » dit Marie-Louise lors d'un appel téléphonique, sa voix basse et préoccupée. « C'est au sujet du garçon de la famille où je travaille. Francisca, une femme de 30 ans avec les mêmes traits déterminés que sa mère, comprit immédiatement la gravité de la situation au ton de voix maternelle. « Que se passe-t-il, maman ? Tu sembles très inquiète ces dernières semaines, » répondit Francisca, interrompant l'organisation des médicaments au poste de soins pour prêter toute son attention à la conversation. Marie-Louise raconta tout. Les changements de comportement de Gabriel, la perte de poids, les médicaments sans étiquette, les mensonges sur le pédiatre inexistant. Avec chaque détail relaté, l'inquiétude de Francisca augmentait. « Maman, ce que tu décris n'est pas normal, » dit Francisca, sa formation technique en soins infirmiers déclenchant toutes les alarmes. Perte de poids drastique chez un enfant, sédation constante, vomissements. Cela pourrait être un empoisonnement progressif ou un usage inapproprié de médicaments contrôlés. « Mais comment vais-je prouver cela, fille ?» demanda Marie-Louise, la voix tremblante. « Je ne suis qu'une employée. Qui va croire ma parole contre celle d'une docteure diplômée ? Nous allons trouver un moyen, maman. Première chose, peux-tu obtenir un échantillon de ce médicament qu'elle donne aux garçons ?» demanda Francisca. « Je pense que je peux, oui. Mais après ?» questionna Marie-Louise. « J'ai un contact dans le laboratoire de toxicologie ici à l'hôpital. Il peut faire une analyse informelle, juste pour savoir ce qu'il y a dans ce médicament. » expliqua Francisca, déjà en train de formuler un plan. « Et il y a une autre chose, maman. Tu as dit qu'il y a eu un accident d'hélicoptère, n'est-ce pas? La mère du garçon est morte? » « C'est exact, fille. C'était terrible. Madame Hélène était une sainte. Elle s'occupait de tout le monde ici, dans le domaine comme si c'était sa famille. Je travaillais aux urgences le jour de cet accident, » dit Francisca, sa voix devenant plus sérieuse. « Je me souviens parce que cela a beaucoup été commenté ici à l'hôpital, mais il y a quelque chose d'étrange. Normalement, les accidents d'hélicoptère de cette ampleur font l'objet d'une enquête rigoureuse. Sais-tu s'ils ont bien investigué les causes ?» Marie-Louise resta silencieuse pendant quelques secondes, traitant l'information. Elle n'avait jamais remis en question les circonstances de l'accident, acceptant la version officielle d'une défaillance mécanique. Mais maintenant, avec tout ce qu'elle découvrait sur Valérie, rien ne semblait plus être une coïncidence. « Je ne sais pas, fille. À l'époque, tout le monde était très bouleversé. Le docteur Richard ne pouvait même pas parler du sujet, » répondit Marie-Louise. « Je vais faire des recherches discrètes ici à l'hôpital. Parfois, les corps passent par ici avant d'aller à l'IML. Je peux avoir accès à certains documents, » dit Francisca, sa voix prenant un ton d'enquête. Cette nuit-là, Marie-Louise eut du mal à dormir. Sa petite maison de domestique, située à l'arrière de la propriété, semblait plus petite et plus étouffante que d'habitude. Elle resta allongée sur son lit étroit, planifiant comment elle pourrait obtenir un échantillon du médicament sans être découverte. L'opportunité se présenta le lendemain, pendant le déjeuner. Valérie était partie pour une réunion avec des avocats à Paris et ne reviendrait que le soir.
Richard était dans les prairies lointaines, supervisant la vaccination du bétail. Gabrielle dormait sa sieste habituelle de l'après-midi, plus profonde et prolongée que d'habitude après la dose matinale du médicament. Marie-Louise monta dans la chambre du garçon, le cœur battant la chamade. Elle avait préparé un petit récipient en verre stérilisé que Francisca avait obtenu à l'hôpital. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait le flacon de médicaments et versait soigneusement quelques gouttes dans le récipient. « Pardonne-moi, mon Dieu !» murmura-t-elle, fermant rapidement le flacon et rangeant l'échantillon dans un sac en plastique qu'elle cacha au fond du tiroir de sa... Dans la chambre, elle fouilla dans la commode. En faisant cela, elle profita pour examiner plus attentivement la chambre de Gabrielle. C'est alors qu'elle fit une découverte troublante. Sous le lit, elle trouva 3 pots de yaourt avec des restes de vomi sec. Gabrielle essayait désespérément de se débarrasser de la nourriture, mais avait peur d'en parler à quelqu'un. Ce même jour, Marie-Louise remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais observé auparavant. Dans la poubelle de la salle de bain de Valérie, elle trouva un emballage vide d'un médicament au nom compliqué, diazépam 10 mg. Elle photographia l'emballage avec le téléphone emprunté, sans savoir exactement ce que cela signifiait, mais pressentant que cela pourrait être important. Le soir, lorsque Valérie rentra de Paris, Marie-Louise l'observa attentivement pendant le dîner. La femme semblait satisfaite, presque euphorique, commentant des progrès importants dans les affaires et des nouveaux investissements prometteurs qu'elle avait discutés avec les avocats. « Richard, mon cher », dit Valérie, découpant délicatement le filet mignon que Marie-Louise avait préparé, « les avocats ont confirmé que le transfert des actifs à mon nom facilitera grandement la gestion des affaires. C'est une question d'optimisation fiscale, tu comprends. » Richard hocha distraitement la tête, son attention partagée entre le dîner et les rapports financiers qu'il ne lâchait pas même pendant les repas. « Tu t'occupes de ces choses mieux que moi, Valérie, » dit-il, passant la main dans ses cheveux gris. « Depuis que tu as pris en charge la partie légale et administrative, j'ai plus de temps pour me concentrer sur la production. » Marie-Louise, qui servait le dessert, remarqua le sourire de satisfaction qui passa rapidement sur le visage de Valérie. C'était un sourire qui n'atteignait pas les yeux, froid et calculateur. Plus tard, lorsque la maison était silencieuse, Marie-Louise appela Francisca pour lui faire part des découvertes du jour. « Maman, le diazépam est un sédatif très puissant, » expliqua Francisca, sa voix chargée d'inquiétude. Il est utilisé pour traiter l'anxiété et les troubles du sommeil chez les adultes. Il ne devrait jamais être administré à un enfant de 5 ans, encore moins au dosage présent dans ces comprimés. « Mais pourquoi ferait-elle cela à Gabrielle ?» demanda Marie-Louise, bien qu'au fond elle sache déjà la réponse. « Pour le garder sédaté, tranquille, sans énergie pour jouer ou attirer l'attention. Un enfant drogué ne dérange pas. Ne pose pas de questions, ne gêne pas les plans de ceux qui veulent contrôler la situation, » expliqua Francisca. « Maman, c'est très sérieux. Tu dois dénoncer. »« Mais comment, ma fille? Je n'ai pas encore de preuves. Et si je dénonce et que ça ne mène à rien, je vais perdre mon emploi et en plus, Gabrielle sera complètement sans protection, » argumenta Marie-Louise. « Alors, nous devons rassembler plus de preuves, » dit Francisca, déterminée. J'ai apporté l'échantillon du médicament à mon ami du laboratoire pour qu'il l'analyse. Je vais lui demander de faire un examen complet. Et il y a autre chose. J'ai réussi à parler avec une infirmière qui était de garde le jour de l'accident de l'hélicoptère. Marie-Louise retint son souffle, pressentant que d'autres révélations choquantes allaient suivre. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans les corps qui sont arrivés de l'accident. Le pilote et les autres passagers avaient des blessures compatibles avec l'impact, mais la femme, qui doit être la mère de Gabrielle, avait des blessures qui ne correspondaient pas au schéma de l'accident, révéla Francisca. « Comment ça, ma fille ?» Il semblait qu'elle avait été agressée avant l'accident. Des contusions au cou, des signes de lutte, mais comme la famille était très influente et qu'il y avait une pression pour libérer les corps rapidement, cela n'a pas été investigué en profondeur, expliqua Francisca.
Marie-Louise sentit le monde tourner. Si Francisca avait raison, Hélène Montenegro n'était pas morte dans un simple accident. Elle avait été assassinée et Valérie pourrait être impliquée. Maintenant, Gabriel n'était pas seulement négligé, il était systématiquement empoisonné par quelqu'un qui avait déjà tué auparavant. Mon Dieu, ma fille, cela signifie que tu pourrais être la seule personne capable de sauver ce garçon, dit Francisca, et que vous deux pourriez être en danger si cette femme découvre que vous soupçonnez quelque chose. Cette nuit-là, Marie-Louise resta éveillée jusqu'à l'aube, planifiant ses prochaines étapes. Le mariage était prévu dans 2 mois. Si elle n'agissait pas vite, Gabriel pourrait ne pas survivre pour voir Noël, et Valérie deviendrait officiellement la mère de l'enfant et l'héritière d'une fortune construite au fil des décennies par la famille Montenegro. La guerre était déclarée. Mais cette fois, Marie-Louise ne se battait pas seulement pour un emploi ou pour la stabilité. Elle se battait pour la vie d'un enfant innocent et pour la justice d'une femme qui pourrait avoir été brutalement assassinée. L'analyse de laboratoire que Francisca avait obtenue par son contact à l'hôpital arriva un matin froid de novembre, 2 semaines avant le mariage. Marie-Louise était dans la cuisine en train de préparer le café du matin lorsque le téléphone sonna. Ses mains tremblèrent en répondant, pressentant que cet appel changerait tout. « Maman, assieds-toi parce que ce que je vais te dire va te choquer », dit Francisca, sa voix tendue et contrôlée. Le laboratoire a analysé l'échantillon du médicament que Gabriel prend. Marie-Louise s'appuya sur le comptoir de la cuisine, se préparant au pire. « Dis-moi, ma fille, qu'ont-ils découvert ? Ce n'est ni une vitamine, ni un médicament pour enfants. C'est un mélange de 3 drogues différentes. Diazépam à haute concentration, un sédatif vétérinaire utilisé pour les chevaux, et une substance qui interfère avec l'absorption des nutriments, expliqua Francisca, chaque mot chargé d'indignation. « Maman, cette femme est en train de tuer le garçon à petit feu. » Marie-Louise sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit sur une chaise de la cuisine, essayant de traiter l'information. Sédatif vétérinaire. La femme donnait des médicaments pour animaux à un enfant de 5 ans. Cela explique pourquoi Gabriel est si maigre et sans énergie, murmura-t-elle, les larmes commençant à couler sur son visage. Elle est vraiment en train de l'empoisonner. Et il y a plus, mère, continua Françoise. J'ai obtenu plus d'informations sur l'accident de l'hélicoptère. J'ai parlé avec un technicien de l'Institut médico-légal qui était de service ce jour-là. Il m'a dit que le pilote a été retrouvé avec des blessures à la tête qui n'étaient pas compatibles avec l'accident. Comment ça, fille? On aurait dit que quelqu'un avait frappé sa tête avant que l'hélicoptère ne tombe. Et la mère de Gabriel, elle avait des marques de lutte sur tout le corps. Ongles cassés, contusion aux mains, comme si elle s'était défendue contre quelqu'un, expliqua Françoise, sa voix devenant plus grave. Mère, je pense que cette femme a tué toute la famille et a simulé l'accident. Marie-Louise resta silencieuse pendant quelques minutes, absorbant le poids de cette révélation. Valérie n'était pas seulement une escroc intéressée. Elle était une meurtrière froide et calculatrice qui avait déjà tué 4 personnes, et qui était maintenant en train de tuer lentement Gabriel. « Fille, je dois faire quelque chose. Je ne peux pas laisser cela continuer, » dit Marie-Louise, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « Mère, tu dois faire très attention. Si cette femme découvre que tu sais quelque chose, ta vie pourrait aussi être en danger. » avertit Françoise. « Faisons comme ceci, je vais apporter ces informations à un procureur que je connais, mais tu dois rassembler plus de preuves. » Cet après-midi-là, alors que Valérie était à Marseille en train de régler les derniers détails du mariage, Marie-Louise décida de fouiller le bureau du docteur Richard une fois de plus. Elle avait remarqué que Valérie gardait certains documents dans un tiroir verrouillé, toujours fermé à clé. Avec le cœur battant, elle chercha la clé. Après avoir fouillé discrètement, elle la trouva cachée à l'intérieur d'un vase, décoratif sur l'étagère.
Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait le tiroir interdit. Ce qu'elle trouva là lui donna la nausée. Il y avait un dossier avec des documents sur d'autres hommes riches et veufs, de différents départements. Provence, Rhône-Alpes, Île-de-France. Tous avaient de jeunes enfants. Tous avaient récemment perdu leurs épouses, et tous avaient des patrimoines millionnaires. Dans l'un des dossiers, il y avait des photos d'enfants qui semblaient malades, maigres, avec la même expression éteinte que Gabriel. Sur chaque photo, il était inscrit un âge et un poids, comme si c'était un dossier médical pervers. « Mon Dieu !» murmura Marie-Louise, photographiant tout avec son téléphone. « Combien de familles ce démon a-t-il déjà détruites ?» Mais la découverte la plus choquante se trouvait au fond du tiroir. Un grand flacon du même sédatif vétérinaire trouvé dans le médicament de Gabriel, accompagné d'une seringue et d'instructions manuscrites sur les dosages. Les notes étaient méticuleuses, calculant le poids de l'enfant par rapport à la quantité de drogue nécessaire pour maintenir la sédation sans provoquer de mort immédiate. Marie-Louise photographia tout, ses mains tremblant tellement qu'elle dut répéter certaines photos pour qu'elles soient nettes. Elle était si concentrée sur sa tâche qu'elle n'entendit pas le bruit de la voiture de luxe arrivant dans la cour plus tôt que prévu. « Que fais-tu dans mon bureau ?» La voix glaciale de Valérie résonna à la porte, faisant geler Marie-Louise de terreur. Elle se retourna lentement, cachant son téléphone derrière son dos. Valérie se tenait à la porte, ses yeux bleus brillant d'une froideur que Marie-Louise n'avait jamais vue auparavant. Il n'y avait plus de faux-semblants, ni de sourire fin. C'était le visage d'un prédateur qui avait capturé sa proie. « Madame Valérie, je cherchais des papiers que le docteur Richard a demandé, » balbutia Marie-Louise, essayant de paraître naturelle. Valérie s'approcha lentement, comme un félin s'approchant de sa proie. Ses talons claquaient sur le sol en bois avec un son menaçant. « Quel papier, Marie ?» demanda Valérie, s'arrêtant à quelques centimètres de distance. « Et pourquoi as-tu ouvert le tiroir de mon bureau ?» Marie-Louise pouvait sentir le parfum cher de Valérie mélangé à quelque chose qui sentait le danger. Ses instincts criaient de fuir, mais elle devait garder son calme pour protéger Gabriel. « Désolée, Madame Valérie, le docteur Richard m'a demandé de chercher des contrats des fournisseurs, mais je n'ai rien trouvé. J'allais partir, » dit Marie-Louise, essayant de se diriger vers la porte. Valérie bloqua son chemin, croisant les bras élégamment vêtus d'un blazer de marque. « Marie, ça fait combien d'années que tu es ici déjà ? 14 ans, n'est-ce pas ?» demanda Valérie, sa voix prenant un ton dangereusement doux. « Ce serait dommage de perdre une employée si dévouée à cause d'un malentendu. »« Oui, madame, 14 ans. Et je compte rester encore longtemps, si Dieu le veut, » répondit Marie-Louise, essayant de ne pas laisser transparaître la peur qu'elle ressentait. « Bien sûr que tu vas rester, » dit Valérie, souriant froidement, « tant que tu continues à être une employée loyale et discrète. Les personnes discrètes vivent plus longtemps, n'est-ce pas ?» La menace était claire. Marie-Louise hocha rapidement la tête et sortit du bureau, sentant les yeux de Valérie la suivre jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le couloir. Ce n'est qu'en arrivant à la cuisine qu'elle se permit de respirer à nouveau. Cette nuit-là, après que toute la maison se soit endormie, Marie-Louise appela Françoise et lui raconta la confrontation dans le bureau. « Mère, tu ne peux plus rester seule avec cette femme. Elle soupçonne déjà que tu sais quelque chose, » dit Françoise, sa voix chargée d'inquiétude. « J'ai parlé avec le procureur aujourd'hui. Il a dit que les preuves sont solides, mais il a besoin de quelques pièces supplémentaires pour monter le dossier. Fille, le mariage est la semaine prochaine. Si je ne fais rien maintenant, il pourrait être trop tard pour Gabriel, » dit Marie-Louise, sa voix déterminée malgré la peur. « Alors faisons comme ceci, » dit Françoise, pensive. « Le jour du mariage, il y aura beaucoup de gens. Importants là, n'est-ce pas? Juges, procureurs, hommes d'affaires influents. Oui, en effet, la liste des invités compte plus de 300 personnes. Parfait. Si tu la dénonces devant tous ces invités, au moment de la cérémonie, Marie-Louise ne pourra rien faire contre vous. Il y aura trop de témoins.
et les autorités présentes seront obligées d'enquêter sur le champ, expliqua Françoise. Mais si personne ne me croit, demanda Marie-Louise. Les preuves parlent d'elles-mêmes, mère. Gabriel est visiblement malade. Si vous le présentez devant tout le monde et dites la vérité, n'importe quel médecin, un présent verra qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez les photos des documents comme preuve, argumenta Françoise. Marie-Louise resta silencieuse, réfléchissant au plan. C'était risqué, mais peut-être c'était la seule chance de sauver Gabriel et de rendre justice à Hélène et aux autres victimes de Valérie. Très bien, ma fille. Je vais le faire. Le jour du mariage, je vais exposer cette femme devant tout le monde, dit Marie-Louise, sa voix ferme malgré ses mains tremblantes. Mère, je serai là aussi. Je vais me déguiser en serveur à travers une entreprise de traiteurs que je connais. Vous ne serez pas seule, promit Françoise. Dans les jours qui suivirent, Marie-Louise observa Valérie d'un autre œil. Elle savait maintenant qu'elle avait affaire à une meurtrière professionnelle, quelqu'un capable de tuer 4 personnes et de simuler un accident d'hélicoptère. Mais elle savait aussi qu'elle avait une mission, protéger Gabriel et honorer la mémoire d'Hélène Martin. À chaque dose de médicaments que Valérie forçait Gabriel à prendre, Marie-Louise ressentait une colère grandissante dans sa poitrine. Elle était née pauvre, avait peu étudié, avait travaillé toute sa vie comme domestique. Mais il y avait une chose que personne ne pourrait lui enlever, sa capacité à aimer et à protéger un enfant innocent. L'affrontement final approchait, et cette fois, ce serait Marie-Louise qui aurait le dernier mot. 3 jours avant le mariage, Marie-Louise réalisa qu'elle ne lutterait pas seule. Pendant la messe dominicale, dans la petite église de Sainte-Lucie, dans le district le plus proche du domaine, elle trouva des alliés inattendus qui deviendraient essentiels pour exposer Valérie. L'église, construite en pisé au XVIIIe siècle, avait des murs épais qui gardèrent les histoires de générations de familles rurales. Ces bancs, en bois brut, pouvaient accueillir environ 50 personnes, la plupart des employés des fermes de la région qui se réunissaient tous les dimanches pour la messe de 8 heures. Après le culte, les femmes se retrouvaient dans la petite salle attenante pour le traditionnel café communautaire. C'est là que les nouvelles de la région circulaient, où les problèmes étaient partagés et où se formaient les réseaux de solidarité qui soutenaient cette communauté rurale. « Marie-Louise, tu as l'air si préoccupée », commenta Madame Constance, une dame de 70 ans qui travaillait comme gouvernante dans la ferme voisine depuis plus de 3 décennies. « Tout va bien là-bas, au domaine de la Sainte-Hélène. » Marie-Louise hésita un moment, regardant autour de la salle. Il y avait Rosangela, qui s'occupait de la maison du juge à la retraite Dr Charles, Benedita, employée de la famille du vétérinaire de la région, et Cléosa, qui travaillait dans la résidence du procureur Antoine Marx. Toutes des femmes travailleuses, observatrices, qui connaissaient les secrets des grandes maisons de la région. « Les filles, » dit Marie-Louise en baissant la voix, « vous connaissez cette Valérie Dupuis qui va épouser le docteur Richard ?» Un murmure inconfortable parcourut le groupe. Rosangela échangea un regard significatif avec Benedita avant de répondre. « Marie, je suis contente que tu aies abordé ce sujet, » dit Rosangela en tirant une chaise plus près. « Le docteur Charles a enquêté sur cette femme de son propre chef, tu sais. Il a trouvé très étrange la rapidité avec laquelle elle a pris le contrôle de la vie du docteur Richard. »« Comment ça ?» demanda Marie-Louise, sentant son cœur s'accélérer. Le docteur Charles connaissait très bien Madame Hélène. Ils ont étudié le droit ensemble dans leur jeunesse, expliqua Rosangela. Il a dit qu'Hélène était une femme très prudente, très soigneuse. Elle ne monterait jamais dans un hélicoptère sans vérifier l'entretien. Et cette Valérie est apparue dans la vie de Richard bien avant que l'accident ne se produise. Benedita, qui était restée silencieuse, parla enfin. Les gens, je ne voulais rien dire parce que je n'étais pas sûr. Mais le docteur Auguste, le vétérinaire, m'a raconté quelque chose de très étrange, dit-elle, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'il n'y avait plus personne à l'écoute.
Il y a environ 2 mois, cette Valérie est allée à sa clinique demander des sédatifs pour chevaux. Elle a dit qu'elle avait un poulain très nerveux à la ferme. Marie-Louise sentit un frisson parcourir son échine. Mais le docteur Richard n'avait aucun nouveau poulain à cette époque, murmura-t-elle. Exact, confirma Benedita. Et le docteur Auguste s'est méfié parce qu'elle a posé beaucoup de questions sur les dosages et les effets secondaires. On aurait dit qu'elle voulait savoir si le médicament pouvait être utilisé dans d'autres situations. Madame Constance, qui avait écouté tout cela en silence, secoua la tête avec une expression sombre. « Mes filles, vous savez que je travaille pour la famille Oliveira depuis plus de 31 ans. Le docteur João Oliveira est un ancien commissaire, et il m'a dit quelque chose que vous devez savoir, dit-elle, baissant encore plus la voix. Cette Valérie a déjà été enquêtée dans la province il y a 5 ans. Son mari, un riche fermier, est mort dans des circonstances suspectes et son fils de 8 ans a été hospitalisé plusieurs fois pour problèmes nutritionnels non identifiés. Le silence dans la salle devint lourd. Marie-Louise sentait les pièces du puzzle s'assembler de manière terrifiante. « Que s'est-il passé avec l'affaire » demanda Cléossa, qui était restée silencieuse jusqu'alors. « Ça n'a rien donné » répondit Madame Constance. « Son mari était très influent, et elle a su utiliser ses contacts pour étouffer l'enquête. Le garçon est mort 2 mois plus tard, officiellement d'une insuffisance hépatique. Elle a hérité d'une fortune et a disparu. » « Mon Dieu, soupira Marie-Louise. Et maintenant, elle fait la même chose avec Gabriel. » Cléossa, qui travaillait pour le procureur de la circonscription, se pencha. « Marie-Louise, le docteur Antoine Marquès sera au mariage. C'est un homme honnête et courageux. Si tu arrives à lui parler pendant la fête, à lui présenter les preuves, il va commencer une enquête immédiate, dit-elle, déterminée. Mais il va me croire. Je ne suis qu'une employée de maison. » questionna Marie-Louise. « Marie-Louise, dit Madame Constance en prenant ses mains, tu connais ce garçon depuis sa naissance. Quiconque a les yeux en face des trous verra qu'il y a quelque chose de très mauvais avec l'enfant, et nous allons toutes témoigner en ta faveur. » C'est à ce moment-là que Marie-Louise réalisa qu'elle n'était pas seule. Ces femmes, chacune avec des décennies d'expérience à observer les dynamiques des familles riches de la région, avait remarqué les mêmes signes alarmants qu'elle. « Il y a une autre chose, dit Rosangela. Le docteur Charles a demandé à un détective privé de Marseille d'enquêter sur le passé de cette Valérie. Le rapport est arrivé hier et ce qu'ils ont découvert est effrayant. » Elle regarda autour d'elle une fois de plus avant de continuer. Au cours des 10 dernières années, elle a été impliquée avec au moins 4 hommes riches et veufs. Dans tous les cas, les enfants de la famille ont présenté des problèmes de santé mystérieux, et elle a toujours pris rapidement le contrôle des finances, révéla Rosangela. « Et les autres hommes? Que leur est-il arrivé ?» demanda Béatrice. « 2 sont morts dans des accidents. Un a eu une crise cardiaque soudaine, à 45 ans, sans antécédent de problème cardiaque. L'autre est tombé dans les escaliers de sa maison pendant la nuit. » expliqua Rosangela, sa voix chargée d'indignation. « Les enfants, tous sont morts ou ont subi des séquelles permanentes. » Marie-Louise ressentait un mélange d'horreur et de détermination grandissant dans sa poitrine. Gabrielle ne serait pas une autre victime de cette femme, pas tant qu'elle aurait la force de l'en empêcher. « Les filles, j'ai besoin de votre aide, » dit-elle, regardant directement dans les yeux de chacune. Le jour du mariage, je vais dénoncer cette femme devant tout le monde, mais j'ai besoin que vous me souteniez. « Bien sûr, » répondit immédiatement Madame Constance. « Le docteur Joël sera là aussi. Il a encore des contacts dans la police, et je vais parler au docteur Antoine avant la cérémonie, » promit Cléossa. « Je vais le préparer à ce qui va se passer. Le docteur Charles apportera les documents de l'enquête privée, » ajouta Rosangela. Il a dit qu'il a suffisamment de preuves pour arrêter cette femme le même jour. Béatrice, qui était restée pensive, finit par parler. « Marie, il y a une chose qui pourrait beaucoup aider. Le docteur Auguste sera aussi au mariage. Si tu amènes Gabriel devant tout le monde et que le docteur Auguste examine l'enfant,
Il pourra confirmer sur le champ que le garçon est intoxiqué. Il est vétérinaire, mais il comprend mieux les drogues sédatives que n'importe quel médecin de la région. Le plan se formait. Marie-Louise ne serait pas seulement une employée de maison faisant des accusations sans fondement. Elle aurait le soutien d'un juge à la retraite, d'un procureur, d'un vétérinaire et d'un détective privé. Les preuves s'accumulaient et le réseau de protection autour de Gabriel se resserrait. « Il y a une autre chose importante », dit Madame Constance, se rappelant quelque chose. « Le père Michel célébrera la cérémonie. Il connaît Madame Hélène depuis l'enfance, et il a toujours trouvé très étrange la rapidité de cette nouvelle relation. S'il entend la dénonciation, il arrêtera la cérémonie sur le champ. » Marie-Louise sentit pour la première fois depuis des mois qu'elle avait une réelle chance de sauver Gabriel. Ce ne serait pas facile d'affronter Valérie devant 300 invités, mais elle savait maintenant qu'elle aurait de puissants alliés à ses côtés. « Les filles, merci beaucoup, » dit-elle, les larmes coulant sur son visage. « Vous ne savez pas combien cela signifie pour moi. » « Marie-Louise, » dit Madame Constance en l'embrassant, « nous, les femmes travailleuses, devons nous protéger. Et protéger les enfants est notre devoir sacré. Cette Valérie a choisi la mauvaise famille à détruire cette fois-ci. » En sortant de l'église ce matin-là, Marie-Louise sentait un poids énorme se retirer de ses épaules. Pendant des mois, elle avait porté seule le fardeau de ses soupçons et de ses peurs. Maintenant, elle avait découvert que d'autres personnes observatrices avaient également remarqué les signes de danger. La guerre contre Valérie Dupuis ne serait pas menée seulement par une employée de maison avec un niveau scolaire limité. Elle serait menée par toute une communauté qui refusait de permettre qu'un autre enfant innocent soit sacrifié par la cupidité d'une meurtrière. Le mariage était à 3 jours, et Valérie n'avait aucune idée de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur elle. La veille du mariage, le domaine de la Sainte Hélène bouillonnait d'une énergie frénétique qui contrastait avec la tension silencieuse que Marie-Louise portait dans sa poitrine. Des camions de fleurs arrivaient chaque heure, apportant des arrangements luxuriants d'orchidées blanches, de roses importées et de feuillages tropicaux qui transformeraient la propriété en un décor de conte de fées. La salle principale avait été complètement redécorée. Des tissus en soie blanche pendaient du plafond colonial, créant un élégant dais au-dessus des tables rondes recouvertes de nappes en lin français. Des lustres en cristal, loués spécialement pour l'occasion, reflétaient la lumière dorée de la fin d'après-midi provençale, tandis que des bougies parfumées dispersées stratégiquement embaumaient l'air de l'essence de gardénia. Marie-Louise observait tout ce mouvement avec un mélange d'admiration et de révolte. Des centaines de milliers d'euros étaient dépensés pour une fête qui célébrerait l'union entre un homme veuf et dévasté avec la femme qui avait assassiné sa femme et était lentement en train de tuer son fils. « Marie, peux-tu vérifier si les coupes en cristal sont toutes polies ?» demanda Valérie, apparaissant dans la cuisine vêtue d'un peignoir en soie rose pâle sur la lingerie de marque qu'elle porterait le lendemain. Ses cheveux blonds étaient attachés, un chignon lâche, et ses ongles arboraient un vernis français impeccable. « Oui, Madame Valérie », répondit Marie-Louise, évitant de regarder directement dans les yeux de la femme. Pendant toute cette semaine, depuis l'affrontement au bureau, la tension entre elles était palpable. Valérie s'approcha du comptoir où Marie-Louise organisait les ustensiles en argent, son parfum cher se mêlant à l'arôme des douceurs qui étaient en préparation. « Marie, j'espère que tu es enthousiaste pour demain, » dit Valérie, sa voix prenant un ton faussement maternel. « Ce sera un nouveau chapitre pour toute la famille. Gabriel aura enfin une mère présente, et Richard pourra se concentrer sur les affaires en sachant que tout est bien géré. » Marie-Louise sentit son estomac se retourner. Le froid avec lequel Valérie parlait de devenir mère de Gabriel, sachant qu'elle empoisonnait systématiquement l'enfant, était d'une cruauté qui dépassait sa compréhension. « Oui, madame, » murmura-t-elle, polissant une coupe avec plus de force que nécessaire. « Et toi, Marie ?
Tu te sens bien? J'ai remarqué que tu sembles un peu tendu ces derniers temps, continua Valérie, observant chaque réaction de Marie-Louise. J'espère que ce n'est rien lié au stress du mariage. Ce serait terrible si quelque chose perturbait cette occasion si spéciale. La menace sous-jacente était claire. Marie-Louise força un sourire et répondit « Non, Madame Valérie, je vais bien, oui, juste un peu fatiguée par tous les préparatifs. »« Tant mieux, » dit Valérie, souriant avec cette froideur calculatrice que Marie-Louise avait appris à reconnaître. « Parce que demain, j'ai besoin que tout se passe parfaitement, sans imprévu. » Après le départ de Valérie, Marie-Louise dut s'appuyer sur le comptoir pour retrouver son équilibre. Ses mains tremblaient et elle sentait son cœur battre la chamade. La pression psychologique que Valérie exerçait sur elle s'intensifiait, comme si la femme pressentait que quelque chose se tramait. Ce soir-là, alors que les fournisseurs installaient la structure pour la cérémonie dans le jardin principal, Marie-Louise reçut une visite qui changea complètement sa perspective sur les événements du lendemain. « Bonsoir », dit une voix masculine familière à la porte de la cuisine. C'était Jean-Claude, le gardien du domaine depuis plus de 20 ans, un homme de 65 ans, dont la discrétion et la loyauté envers la famille Martin étaient légendaires. « Salut, monsieur Jean-Claude », répondit Marie-Louise, s'essuyant les mains sur son tablier. « Comment ça va ?» Jean-Claude regarda autour de lui pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'autre avant de s'approcher. « Marie, j'ai besoin de te parler d'une chose très sérieuse, » dit-il, baissant la voix. « C'est au sujet de cette femme qui va épouser le docteur Richard. » Marie-Louise sentit son cœur s'accélérer. Jean-Claude était connu pour sa réserve et s'impliquait rarement dans des conversations sur la vie personnelle de ses patrons. « Qu'est-ce qui se passe, monsieur Jean-Claude ? Tu te souviens que je m'occupe de l'entretien de tous les véhicules ici, n'est-ce pas ?» demanda Jean-Claude. « Y compris de l'hélicoptère. » Marie-Louise acquiesça, pressentant qu'une révélation importante était sur le point d'arriver. « La veille de l'accident, j'ai fait la révision complète de l'hélicoptère, comme je le fais toujours. Tout était parfait, Marie. Carburant, huile, systèmes électriques. Tout fonctionnait correctement, expliqua Jean-Claude, sa voix chargée d'une préoccupation ancienne. Et ensuite, monsieur Jean-Claude, après l'accident, quand la police est venue enquêter, ils ont dit que c'était une défaillance du moteur. Mais je connais cet hélicoptère comme ma poche. Il n'avait aucun problème mécanique, dit Jean-Claude, secouant la tête. Et il y a plus. La nuit précédant le vol, j'ai vu Madame Valérie fouiller dans le hangar où l'hélicoptère est gardé. Marie-Louise sentit un frisson parcourir son échine. « Tu l'as vu faire quoi ?» Elle a dit qu'elle vérifiait juste si tout était prêt pour le vol du matin, parce qu'elle avait des documents importants à emporter à Paris. Mais j'ai trouvé ça étrange, parce qu'elle ne comprenait rien à l'aviation, expliqua Jean-Claude. À l'époque, je n'y ai pas beaucoup pensé parce que tout le monde était très affecté par le décès de Madame Hélène. Mais maintenant, tu penses que... Maintenant, je pense qu'elle a saboté l'hélicoptère, dit Jean-Claude, ses mots tombant comme une bombe. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai commencé à remarquer les mêmes choses que toi, Gabriel. Et très étrange, très différent du garçon joyeux qu'il était. Marie-Louise regarda directement dans les yeux de Jean-Claude et prit une décision. Il était temps de faire confiance à quelqu'un qui aimait aussi cette famille. « Monsieur Jean-Claude, je vais te dire quelque chose, mais tu dois me promettre que tu m'aideras, » dit-elle, baissant la voix jusqu'à presque un murmure. Pendant les 20 minutes suivantes, Marie-Louise raconta tout. Les soupçons concernant le médicament, les découvertes au bureau, l'analyse de laboratoire, l'enquête sur le passé de Valérie. Jean-Claude écoutait en silence, ses yeux s'assombrissant à chaque révélation. « Marie, cette femme est un démon, » dit-il quand elle eut terminé. « Et nous ne pouvons pas la laisser détruire ce qu'il reste de la famille Martin. Demain, je vais la dénoncer devant tout le monde pendant le mariage. » révéla Marie-Louise. « Mais j'ai peur qu'on ne me croie pas. »« Ils vont te croire, oui, » dit Jean-Claude, déterminé, « parce que je serai là à tes côtés pour confirmer tout ce qui concerne l'hélicoptère. Et il y a plus.
J'ai gardé quelques pièces qui ont été retirées du moteur après l'accident. Un mécanicien ami à moi de Marseille a analysé et confirmé qu'il y avait des signes de sabotage. Marie-Louise ressentit une vague de soulagement. Un nouvel allié rejoignait sa cause. Et Gabriel, comment va-t-il aujourd'hui? Demanda Jean-Claude. Chaque jour, il va de mal en pis, monsieur Jean-Claude. Aujourd'hui, elle a doublé la dose du médicament parce qu'elle a dit que c'était important. Il doit rester calme pendant la fête. Le garçon peine à se tenir debout, répondit Marie-Louise, les larmes menaçant de couler. Alors, c'est décidé, dit Jean-Claude en frappant le poing sur la table. Demain, pendant la cérémonie, quand tout le monde sera réuni, nous allons exposer cette meurtrière. Je vais chercher les preuves de la sabotage de l'hélicoptère que j'ai gardé chez moi. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit retiré, Marie-Louise fit une dernière vérification de l'état de Gabriel. Elle monta silencieusement jusqu'à la chambre du garçon et le trouva dans un état qui faillit lui faire crier de désespoir. Gabriel était allongé sur le lit, respirant difficilement, sa peau pâle et froide. Quand elle toucha son front, elle réalisa qu'il avait une légère fièvre et qu'il transpirait froid. Le surdosage de médicaments commençait à affecter sérieusement ses organes vitaux. « Gabriel, mon ange », murmura-t-elle en tenant sa petite main glacée. Gabriel ouvrit lentement les yeux, comme si cela demandait un effort immense. « Tante Marie », murmura-t-il d'une voix faible, « je ne me sens pas bien. »« Je sais, mon amour, mais demain, tante Marie s'occupera de tout, d'accord ?» promit-elle en embrassant son front. « Tu dois juste tenir un peu plus. » En descendant dans sa chambre, Marie-Louise s'agenouilla à côté du lit et fit une prière qu'elle avait apprise de sa grand-mère. « Madame de Lourdes, mère de tous les démunis, donne-moi la force de sauver cet enfant. Si c'est ta volonté, aide-moi à rendre justice pour Madame Hélène et pour tous les enfants que cette femme a blessés. Je sais que je ne suis qu'une pauvre employée, mais l'amour que j'ai pour cette famille est grand comme le ciel. Protège-nous tous, demain. » Elle dormit à peine cette nuit-là, répétant mentalement chaque mot qu'elle dirait lors de la confrontation du lendemain. Gabriel atteignait les limites de sa résistance physique. Si elle n'agissait pas le jour du mariage, il se pourrait qu'il n'y ait pas de seconde chance. L'aube du jour du mariage arriva avec un ciel bleu clair et sans nuages. C'était comme si même la nature conspirait pour que ce jour soit parfait pour l'exposition de la vérité. Marie-Louise se réveilla avec une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Aujourd'hui, la justice serait faite, coûte que coûte. Le jour du mariage se leva avec une beauté presque ironique. Le soleil brillait intensément sur le domaine de la Sainte-Hélène, et une brise douce faisait onduler les palmiers impériaux qui encadraient l'entrée principale. Les préparatifs finaux étaient en cours lorsque Marie-Louise se leva à 5 heures du matin, le cœur déjà battant à cause de la proximité de la confrontation qui changerait tout. Elle enfila son uniforme bleu marine, le mieux conservé, coiffa ses cheveux gris en un chignon impeccable et mit les chaussures noires qu'elle réservait pour les occasions spéciales. Avant de quitter la maison, elle prit le chapelet que sa mère lui avait offert et le mit dans la poche de son tablier, avec son téléphone où se trouvaient toutes les photos des preuves qu'elle avait collectées. À 6 heures, le domaine fourmillait déjà avec l'arrivée des derniers fournisseurs. Les fleuristes apportaient les derniers ajustements aux arrangements luxuriants. Des serveurs en uniforme organisaient les tables dans la salle principale, et des musiciens accordaient leurs instruments dans le kiosque monté spécialement pour l'occasion. Marie-Louise se dirigea d'abord vers la chambre de Gabriel, comme elle le faisait chaque matin depuis plus de 5 ans. Ce qu'elle trouva là faillit la faire s'effondrer. Le garçon était encore plus pâle que la nuit précédente, respirant difficilement, et quand il essaya de s'asseoir sur le lit, ses petites jambes tremblèrent comme si elles ne pouvaient supporter le poids de son corps frêle. « Bonjour, mon ange », dit-elle doucement, en s'approchant du lit. « Comment as-tu dormi » Gabriel essaya de
lui sourire, mais même ce geste semblait demander un effort immense. « Salut, tante Marie !» murmura-t-il, sa voix faible comme un murmure. « Mon ventre me fait très mal, et j'ai tellement sommeil. » Marie-Louise retint ses larmes. Gabriel pesait maintenant moins qu'un enfant de 3 ans. Ses bras n'étaient que peau et os, et ses yeux verts avaient complètement perdu l'éclat de l'enfance. Si elle n'agissait pas ce jour-là, il se pourrait qu'il soit trop tard. « Gabriel, mon amour, aujourd'hui c'est le mariage de papa, » dit-elle en l'aidant à s'asseoir. « Tu devras être fort pour tante Marie, d'accord? Très bientôt, tout ira mieux. » À 8 heures, les premiers invités commencèrent à arriver. Marie-Louise observait par la fenêtre de la cuisine, tandis que des voitures de luxe s'alignaient dans la cour pavée. Mercedes-Benz, BMW, Audi et SUV qui brillaient sous le soleil matinal. Des hommes en costumes italiens et des femmes en robes de créateurs descendaient des véhicules, leurs bijoux scintillant comme de petits soleils. Parmi les invités, Marie-Louise identifia les personnes qui seraient cruciales pour son plan. Dr Charles, le juge à la retraite, arriva dans une Mercedes noire accompagné de sa femme. Dr Antoine Marquès, le procureur, descendit d'un Audi argenté portant une mallette de documents. Dr Auguste, le vétérinaire, arriva dans une camionnette avec sa famille. À 9h30, Françoise arriva déguisée en membre de l'équipe de traiteurs, comme convenu. Elle portait l'uniforme noir et blanc des serveurs et tenait un plateau de canapé, se mêlant parfaitement aux employés sous-traités. « Comment va Gabriel ?» murmura Françoise, en passant par la cuisine pour chercher plus d'apéritifs. « Très mal », répondit Marie-Louise, la voix chargée d'inquiétude. « Elle a augmenté la dose hier soir, il peine à se tenir debout. »« Parfait », dit Françoise, surprenant la mère par sa réponse. « Quand tu l'amèneras devant tout le monde, quiconque aura des yeux verra qu'il y a quelque chose de gravement erroné. Personne ne pourra nier ce qui se passe. » À 10h, Père Michel arriva pour préparer la cérémonie. Le prêtre de 68 ans, Adaptação, Maria das Dores, Marie-Louise, Padre Miguel, Père Michel, Dona Helena, Madame Hélène, Doutor Ricardo, Docteur Richard, Valéria Campos, Valérie Dupuis, Gabriel, Tia Maria, Tante Marie, Hospital Municipal, Medicamento, Medicamon, Febre, Fièvre, Medicação, Medicamon, Casamento, Mariage, Convidados, Invité, Jardim. Jardim, cerimônia, bere ceremonie, veia, vene 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 veia, ubi, vene veia, 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 vene bavea, vene bavea, vene bavea, vene davea, vene davea, vene davea, vene davea, vene davea,
vene kodvea, vene badvea, vene badvea, vene tadvea, vene dovea, vene podvea, vene dodvea, vene tovea, 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 vene Vea, vene, 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 vea, in vein, vea, 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 Zwen, 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 vea. Piedes vijne, vea, de vene, vea, de vene, vea, ze vene, vea, de vene, vea, de vene, vea, de vene, vea, ze vene, vea, de vene, vea, de vene, vea. De veen, vea, 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 de veen, de vea, de veen, vea, de veen, de vea, de veen, vea, de veen, de vea, de veen, de vea, de veen, de vea, de veen, de vea. Winnen de vea, winnen bavea, winnen bavea. Winnen bavea, winnen de vea, winnen tot vea, winnen te vea, winnen te vea, winnen tot vea, winnen kot vea, winnen bad vea, winnen bad vea, winnen tot vea, winnen tot vea, winnen pot vea, winnen tot vea, winnen tot vea, winnen to vea, winnen to vea, winnen te 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 vea. De winnen te vea, de winnen te vea, de winnen te vea, de winnen te vea, de winnen vea, vene 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 vea. Vene vea, 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 vene vea. Vene vea, 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 vene
Veia, vein, 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 veia. Si veine veia, 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 veine veia. Veine veia, 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 be veine veia, 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 veine veia. Ventveia, ventpeias and ventpeia, and ventpeias and ventpeias and ventpeia, ventpeias and ventpeias and ventveia, ventveia, ventpeia. Ventpea, ventpeas and ventpea, ventpea, ventpeas, ventpea, ventpea tos ventpea, ventdea, ventbeas tos centriaos, ventbea, ventspea, ventria, ventbea, ventspea, ventodia, ventspea, 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 ventbea, ventbea, vent. Veia, vene 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 veia. Veint veat, 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 vene veia, 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 ven veia, ven veia, ven veia. Les invités restèrent muets en voyant l'enfant dans les bras de l'employé de maison. Gabriel était méconnaissable. Son petit visage, autrefois joufflu et rosé, n'était plus qu'une peau collée aux os, avec des cernes profondes, qui faisaient paraître ses yeux verts énormes, sur son visage squelettique.
Le costume bleu marine, qui aurait dû être ajusté, pendait lâchement sur son petit corps de moins de 15 kilos. Sa respiration était laborieuse, et sa tête penchait sur le côté comme si elle n'avait pas la force de se soutenir. Marie-Louise marcha lentement dans le couloir central, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Chaque pas était une prière, chaque mètre parcouru une supplication silencieuse pour du courage. Elle pouvait sentir les regards de tous les invités sur elle, pouvait entendre les murmures inquiets qui commençaient à se répandre comme des vagues entre les rangées de chaises décorées de nœuds en soie blanche. « Mon Dieu, que s'est-il passé avec Gabriel ?» murmura une dame au premier rang, épouse d'un député. « Il est malade ?» demanda un autre invité, un homme d'affaires du secteur agroalimentaire qui connaissait la famille depuis des décennies. Valérie, qui était radieuse à l'hôtel attendant le début de la cérémonie, sentit son sourire préparé se dissiper en voyant la scène. Ses yeux bleus se plissèrent avec une froideur mortelle, et elle fit un geste discret pour que Richard s'approche. « Richard, que fait Marie ?» chuchota-t-elle avec urgence. « Gabriel devrait être dans sa chambre, en train de se reposer. » Richard, qui jusqu'à ce moment-là était perdu dans ses propres pensées mélancoliques, fixa enfin son regard sur son fils et sentit son cœur s'arrêter. L'enfant qu'il avait à peine eu le temps de voir ces derniers mois était méconnaissable. « Gabriel ?» murmura-t-il, faisant un pas en direction de Marie-Louise. « Que se passe-t-il avec mon fils ?» C'est à ce moment-là que Marie-Louise s'arrêta au milieu du couloir, en plein centre du jardin, où tous les invités pouvaient la voir et l'entendre parfaitement. Elle prit une profonde inspiration, sentit Gabriel trembler dans ses bras et trouva sa voix, une voix qui avait été réduite au silence pendant des mois par la peur, mais qui maintenant résonnerait avec la force de la vérité. « Je suis désolée d'interrompre la cérémonie, » dit Marie-Louise, sa voix claire et ferme résonnant dans le jardin silencieux. « Mais je ne peux pas laisser ce mariage se produire. Je ne peux pas rester silencieuse pendant que cette femme tue Gabriel à petit feu. » Un murmure de choc parcourut la foule. Valérie pâlit instantanément, mais reprit rapidement son expression, forçant un sourire de supériorité. « Marie, tu es clairement perturbée, » dit Valérie, sa voix prenant un ton condescendant qui résonna dans le système de son installé pour la cérémonie. Gabriel est sous des soins médicaux appropriés. Ton comportement est complètement inapproprié. Non, Madame Valérie, répondit Marie-Louise, se retournant pour faire face à la femme directement. Ce qui est inapproprié, c'est ce que vous avez fait à cet enfant innocent. Elle leva Gabriel un peu plus haut, pour que tout le monde puisse voir clairement l'état de l'enfant. « Regardez-le !» cria Marie-Louise, sa voix chargée de douleur et d'indignation. Gabriel pesait 20 kilos lorsque sa mère est morte, il y a 6 mois. Maintenant, il n'atteint même pas 15. Un enfant de 5 ans ne perd pas du poids comme ça sans raison. Docteur Auguste, le vétérinaire, se leva immédiatement de sa chaise au 3e rang. Sa formation médicale, bien que vétérinaire, reconnut instantanément les signes d'une intoxication grave. « Richard, cet enfant a besoin de soins médicaux immédiats, » dit Docteur Auguste, s'approchant rapidement. « Il est clairement en état de sédation. Excessive. C'est absurde !» s'exclama Valérie, son masque de composture commençant à se fissurer. « Gabriel a des problèmes émotionnels dus à la perte de sa mère. Il est traité par un spécialiste à Paris. »« Quel spécialiste ?» cria Marie-Louise, sortant son téléphone de la poche de son tablier. « Docteur Auguste Lefebvre. Ce médecin n'existe pas. J'ai vérifié auprès de l'ordre des médecins. » Elle montra le téléphone à Docteur Auguste, qui prit l'appareil et examina les photos que Marie-Louise avait prises des médicaments. « Mon Dieu !» murmura Docteur Auguste, son visage pâlissant en analysant les images. Ce ne sont pas des médicaments pour enfants, c'est un sédatif vétérinaire mélangé avec du diazépam à des doses qui pourraient tuer un enfant. Un cri d'horreur parcourut la foule. Plusieurs femmes portèrent leurs mains à leur bouche et quelques hommes se levèrent de leurs chaises avec des expressions de choc et d'indignation.
Valérie, réalisant que la situation échappait complètement à son contrôle, tenta un dernier coup. Ce sont des accusations infondées d'une employée de maison clairement amère, dit-elle, sa voix maintenant aiguë de désespoir. Richard, ne laisse pas ces mensonges détruire notre moment spécial. Mais Richard n'écoutait plus Valérie. Il s'était approché de Marie-Louise et tenait maintenant Gabriel dans ses bras, voyant enfin de près l'état déplorable dans lequel son obsession pour le travail et la douleur avaient permis à son fils d'arriver. « Gabriel, mon fils », murmura Richard, ses larmes tombant sur le petit visage pâle de l'enfant. « Que t'ont-ils fait ?» C'est à ce moment-là que Jean-Claude apparut en courant dans le jardin, portant une boîte à outils et plusieurs documents. « Docteur Richard !» cria le gardien. « Madame Marie dit la vérité. Cette femme a saboté l'hélicoptère qui a tué Madame Hélène. » Il ouvrit la boîte et montra toutes les pièces du moteur de l'hélicoptère qu'il avait conservé. « Regardez, ici !» dit Jean-Claude, montrant un composant métallique à Docteur Charles, le juge à la retraite, qui s'approcha pour examiner. Cette pièce a été coupée avec une scie. Ce n'était pas une défaillance mécanique, c'était du sabotage. Le jardin explosa en une cacophonie de voix choquées. Les invités se levaient, pointaient, criaient. Certaines femmes commencèrent à pleurer, d'autres hommes exigeaient des réponses. Le mariage s'était transformé en une scène de tribunal public. Père Michel, qui avait assisté à tout cela, observait avec une inquiétude grandissante. Silence choqué, il trouva enfin sa voix. « Au nom de Dieu Tout-Puissant, » dit-il, faisant le signe de la croix, « cette cérémonie ne peut pas continuer. Si ces accusations sont vraies, nous sommes en présence d'une meurtrière. » Docteur Antoine Marques, le procureur, était déjà au téléphone appelant la police et le SAMU. Sa formation juridique avait immédiatement reconnu qu'il assistait à la confession de multiples crimes. Valérie, voyant que tous ses mensonges s'étaient effondrés, tenta une dernière fuite désespérée. Elle leva les jupes de sa robe de mariée et commença à courir vers le parking. Mais plusieurs hommes de la fête, entrepreneurs, agriculteurs, hommes habitués à la vie rurale, bloquèrent son chemin. « Personne ne sort d'ici jusqu'à l'arrivée de la police », dit Docteur Charles, utilisant toute son autorité de magistrat à la retraite. « Valérie Dupuis, vous êtes arrêtée pour suspicion de meurtre multiple et tentative de meurtre. » Valérie se retourna comme un animal acculé, son beau visage tordu dans un masque de haine et de désespoir. « Vous ne comprenez pas, hein ?» cria-t-elle. « Je méritais tout ça. Hélène était une folle qui ne savait pas apprécier ce qu'elle avait. Ricardo a besoin d'une femme forte, pas d'une femme de ménage sentimentale. Vous avez tué 4 personnes innocentes, » cria Marie-Louise, tenant encore Gabriel près de sa poitrine, « et vous avez failli tuer cet enfant par cupidité. »« Cupidité » rit Valérie, un rire amer et brisé. « J'ai travaillé toute ma vie pour arriver où j'en suis. Je méritais une vie de luxe, je méritais d'avoir du pouvoir. Et si certaines personnes devaient mourir en cours de route, c'est le prix du succès. » Ces mots furent la confession que tous devaient entendre. Il n'y avait plus de doute, plus de mensonges. Valérie Dupuis avait publiquement admis être une meurtrière en série. Lorsque la police et le SAMU arrivèrent, 15 minutes plus tard, ils trouvèrent un jardin en complet émoi. Gabriel fut immédiatement emmené à l'hôpital dans un état grave mais stable, accompagné par Ricardo, qui comprenait enfin l'ampleur de la tragédie qui s'était abattue sur sa famille. Valérie fut arrêtée encore vêtue de sa robe de mariée, menottée devant les 300 invités qui avaient été témoins de sa chute. Alors qu'elle était emmenée par la police, elle criait des accusations et des menaces, mais plus personne ne l'écoutait. Marie-Louise, épuisée mais soulagée, fut embrassée par Françoise, Jean-Claude et plusieurs autres membres de la communauté qui avaient aidé à révéler la vérité. « Vous avez sauvé ce garçon », dit Docteur Charles, posant la main sur son épaule. « Vous avez eu le courage que nous aurions tous dû avoir. » Le mariage qui devait célébrer un nouveau départ était devenu le jour où la justice avait enfin prévalu. Et tout cela grâce à une femme de ménage qui avait refusé de rester silencieuse quand un enfant avait besoin de protection.
Le soleil brillait encore sur le domaine de la Sainte-Hélène, mais maintenant, c'était un éclat d'espoir, pas d'illusion. Gabriel vivrait. La vérité avait été révélée, et Hélène Martin pouvait enfin reposer en paix. 2 ans après ce jour dramatique au domaine de la Sainte-Hélène, la vie avait trouvé un nouveau rythme, plus calme et vrai. Le jardin où le mariage aurait dû avoir lieu était maintenant l'endroit préféré de Gabriel pour jouer, ses rires résonnant entre les arbres, et centenaire comme de la musique aux oreilles de tous ceux qui l'aimaient. Gabriel Martin, maintenant âgé de 7 ans, était devenu un enfant complètement différent de celui que Marie-Louise avait porté dans ses bras ce jour terrible. Ses yeux verts brillaient à nouveau de la curiosité naturelle de l'enfance. Ses joues avaient retrouvé la couleur rosée de la santé, et son corps, autrefois squelettique, avait maintenant le poids et l'énergie appropriés à son âge. « Tante Marie, viens voir ce que j'ai construit !» criait Gabriel, courant dans la cour vers la cuisine où Marie-Louise préparait le déjeuner du dimanche. Elle sourit en le voyant entrer comme un ouragan, ses vêtements sales de terre, après une matinée entière à jouer dans le jardin avec les chiens de la ferme. C'est ainsi qu'un enfant de 7 ans devait être, bruyant, sale, heureux et plein de vie. « Qu'est-ce que tu as encore fait, mon petit malin ?» demanda-t-elle, s'essuyant les mains sur son tablier avant d'ouvrir les bras pour accueillir l'étreinte enthousiaste du garçon. « J'ai construit une maison dans l'arbre avec Jean-Claude », s'exclama Gabriel, ses yeux brillants de fierté. « Et papa a promis que demain nous irons pêcher au grand étang. » Ricardo Martin avait subi une transformation aussi profonde que celle de son fils. L'entrepreneur de 42 ans avait appris de la manière la plus douloureuse possible que le succès financier sans famille ne signifie rien. Après l'arrestation de Valérie et la récupération de Gabriel, il avait complètement réorganisé ses priorités. « Gabriel te donne du travail ?» demanda Ricardo, apparaissant à la porte de la cuisine, encore vêtu des vêtements d'équitation qu'il avait portés pendant la matinée à superviser le bétail. « Pas du tout, docteur Ricardo », répondit Marie-Louise, ébouriffant affectueusement les cheveux de Gabriel. « Ce garçon est une bénédiction dans ma vie. » Et c'était vrai. Au cours des 2 années qui ont suivi ce jour dramatique, Marie-Louise était devenue bien plus qu'une femme de ménage au domaine de la Sainte-Hélène. Ricardo, reconnaissant qu'elle avait sauvé non seulement la vie de Gabriel, mais toute la famille, l'avait promue gouvernante de la maison, avec un salaire décent et une petite maison neuve construite spécialement pour elle à l'arrière de la propriété. Plus importante que les changements matériels, cependant, était la relation qui s'était développée entre eux. Ricardo en vint à voir Marie-Louise comme une véritable partenaire dans l'éducation de Gabriel, respectant son opinion dans toutes les décisions importantes concernant l'éducation et le bien-être de l'enfant. « Tante Marie va déjeuner avec nous aujourd'hui ?» demanda Gabriel, regardant avec espoir entre son père et la femme qu'il considérait comme une seconde mère. « Bien sûr qu'elle va, » répondit Ricardo souriant. « Domenica est dimanche en France. La famille, et Marie fait partie de notre famille. Cela avait été l'un des changements les plus significatifs. Les dimanches étaient désormais sacrés au domaine de la Sainte-Hélène. Peu importait que des affaires urgentes surgissent, Richard avait appris que passer du temps avec son fils était un investissement qui ne pouvait être reporté. Pendant le déjeuner, servi sur la véranda avec vue sur les prairies verdoyantes qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, Gabriel raconta avec enthousiasme ses projets pour les vacances scolaires à venir. « Papa, la maîtresse a dit que je peux faire une présentation sur la ferme pour toute la classe, » dit Gabriel, gesticulant avec enthousiasme avec sa fourchette à la main. « Puis-je inviter mes amis à nous rendre visite ?»« Bien sûr, mon fils, » répondit Richard, observant avec émotion comment Gabriel était devenu un enfant sociable et confiant. « Nous allons organiser un pique-nique spécial pour ta classe. » Marie-Louise sourit en servant plus de riz avec un plat traditionnel provençal que Gabriel dévorait maintenant avec plaisir. Il était difficile de croire que cet enfant vibrant avait été aux portes de la mort seulement 2 ans auparavant.
Le procès contre Valérie Dupuis avait été un tournant dans la région. L'enquête avait révélé une traînée d'horreurs s'étendant sur 3 départements, impliquant au moins 6 familles détruites au cours d'une décennie. Valérie avait été condamnée à la réclusion à perpétuité pour homicide multiple, et son histoire était devenue un avertissement pour les familles riches sur les dangers de faire confiance aveuglément à des personnes motivées uniquement par la cupidité. « Comment va Françoise ?» demanda Richard, faisant référence à la fille de Marie-Louise, qui était devenue une figure importante dans l'enquête. « Très bien, » répondit Marie-Louise, avec une fierté évidente dans la voix. Elle a obtenu une promotion à l'hôpital et étudie pour faire des études d'infirmière. Elle a dit qu'elle voulait se spécialiser en toxicologie pédiatrique pour aider d'autres enfants comme Gabriel. Et elle mérite toutes les opportunités, dit Richard. Si vous n'aviez pas agi ce jour-là... Il n'a pas pu terminer sa phrase. Même 2 ans plus tard, il était encore difficile de penser à ce qui aurait pu arriver si Marie-Louise n'avait pas trouvé le courage de confronter Valérie. Après le déjeuner, pendant que Gabriel faisait sa sieste de l'après-midi, maintenant un repos naturel et sain et non la sédation forcée du passé, Richard et Marie-Louise s'assirent sur la véranda pour discuter comme cela était devenu leur habitude le dimanche. « Marie, il y a quelque chose dont je veux te parler ?» dit Richard, prenant un ton plus sérieux. Marie-Louise ressentit une pression momentanée dans sa poitrine, un reflet des années d'insécurité concernant sa place dans la famille. Mais Richard la rassura rapidement. « Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de mauvais, » dit-il, souriant. « En fait, c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Il sortit une enveloppe de la poche de sa chemise et la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marie-Louise, hésitant à ouvrir. « Ouvre et vois », l'encouragea Richard. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un document officiel, l'acte d'une petite propriété de 5 hectares, aux limites du domaine de la Sainte-Hélène, enregistré au nom de Marie-Louise Dupont. « Docteur Richard, je ne peux pas accepter cela, » dit-elle, des larmes coulant sur son visage. « Bien sûr que si, » répondit Richard fermement. Tu as sauvé mon fils, Marie. Tu as sauvé ma famille. Et plus que cela, tu m'as appris ce que signifie vraiment être une famille. Ce morceau de terre est à toi, pour que tu puisses construire la maison dont tu as toujours rêvé, pour planter ce que tu veux, pour avoir la sécurité que tu mérites. Marie-Louise regarda le document avec des mains tremblantes. Pendant toute sa vie, elle avait travaillé la terre des autres, pris soin des maisons des autres, aimé les familles des autres. Maintenant, pour la première fois à 54 ans, elle aurait quelque chose de vraiment à elle. « Mais je veux continuer à m'occuper de Gabriel, » dit-elle, préoccupée. « Et bien sûr que tu vas continuer, » rit Richard. « La propriété est juste à côté. Gabriel aura besoin de toi jusqu'à ce qu'il soit adulte, et j'espère qu'après cela, vous continuerez à être une famille. » Cet après-midi-là, pendant que Gabriel jouait dans le jardin, sous le regard attentif de Jean-Claude, qui était devenu son compagnon d'aventure, Marie-Louise se promenait sur la petite propriété qui était maintenant la sienne. C'était un terrain plat et fertile, avec une source d'eau cristalline et une vue privilégiée sur le coucher de soleil. Elle s'imaginait construisant une petite maison simple mais confortable, plantant un jardin de fleurs et un potager, peut-être élevant quelques poules. Pour la première fois dans sa vie, à 54 ans, Marie-Louise Dupont serait propriétaire de terre, maîtresse de son propre destin. Mais plus important que la terre était la famille qu'elle avait conquise. Gabriel la cherchait tous les jours pour lui parler de l'école, demander des conseils ou simplement recevoir un câlin. Richard la consultait sur toutes les décisions importantes et la traitait avec le respect qu'elle avait toujours mérité mais rarement reçu. Lorsque le soleil commença à se coucher sur le domaine de la Sainte-Hélène, peignant le ciel de teintes orangées et rosées, Marie-Louise s'assit sous le vieux manguier où Gabriel jouait. Le garçon courut vers elle et se blottit dans ses bras, fatigué après une journée pleine de jeux.
Tante Marie, dit Gabriel, regardant le ciel qui se teintait de couleurs. Tu penses que maman nous voit? Je suis sûr que oui, mon petit ange, répondit Marie-Louise, embrassant le sommet de sa tête. Et elle est très fière de voir comme tu as grandi fort et heureux. Et elle est fière de toi aussi, dit Gabriel, avec la sagesse simple des enfants, pour avoir pris soin de moi quand j'étais malade. Marie-Louise serra Gabriel plus fort, sentant son cœur débordant de joie, la gratitude. Elle était née pauvre, avait peu étudié, avait travaillé dur toute sa vie, mais elle avait découvert que sa plus grande richesse ne se trouvait pas dans des diplômes ou des comptes bancaires. Elle était dans la capacité d'aimer inconditionnellement et de lutter pour la protection des innocents. Lorsque Richard les rejoignit sous le manguier, les trois restèrent là en silence, observant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel limpide de Provence. C'était une famille qui avait été presque détruite par la cupidité et la méchanceté, mais qui avait trouvé de la force dans l'union, l'amour et le courage d'une femme, simple qui avait refusé de se taire lorsqu'un enfant avait besoin de protection. Gabriel grandirait en sachant qu'il avait été sauvé non par des médecins ou des avocats, mais par l'amour inconditionnel d'une femme de ménage qui l'aimait comme son propre fils. Et cela serait, pour toujours, la leçon la plus importante de sa vie. Que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle est capable de faire par amour. Le domaine de la Sainte-Hélène avait connu des jours sombres, mais maintenant il respirait la paix et le bonheur. Et au centre de cette rénovation se trouvait Marie-Louise Dupont, la femme qui a prouvé que le courage, lorsqu'il est motivé par l'amour, est capable de vaincre toute méchanceté. Sous le ciel étoilé de Provence, entourés par le silence sacré de la terre, ils étaient enfin une vraie famille. Et c'était tout ce qui importait vraiment. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et si vous avez regardé jusqu'ici, commentez « J'ai regardé jusqu'ici » et laissez votre avis sur cette histoire. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran final pour vous. C'est très émouvant.